Bonjour à toutes et à tous. Je suis là pour vous proposer un débriefing de la quatrième saison de l'affaire Armitage que je mène en ce moment. Donc ce débriefing, je vais le faire en deux parties. Une première partie où je vais revenir sur le système, sur le rôle du système et comment il a été utilisé durant la partie. Et puis dans une deuxième partie, je vais revenir sur la structure de la campagne, la structure du scénario, pour voir un petit peu où on en est et quelles sont les prochaines étapes. Alors au niveau du système, là il a été largement sollicité durant cette session, puisqu'il y a eu un combat et il y a eu appel à plusieurs compétences relationnelles. Donc déjà le combat, alors pour donner un petit peu ce qui s'est passé dans les coulisses, il faut savoir que Kittrell, c'est pas un adversaire très, très puissant, hein. Il a 4 en bagarre, il a 4 en santé, hein, d'après ce qui est indiqué dans la campagne. Et, euh, et donc, du coup, quand elle se trouve dans le grenier, quand Dorothy se trouve dans le grenier avec lui, je considère que comme elle a sa compétence de pharmacologie, elle peut identifier, elle peut reconnaître l'odeur du chloroforme. Donc là, je lui donne l'info, hein, pour qu'elle puisse éventuellement réagir. Donc là, je fais entrer en jeu une compétence d'investigation pour lui donner une information pour qu'elle puisse en tirer profit, sans que ce soit elle qui la déclenche, qui la sollicite. Elle fait une première attaque avec un télescope, donc c'est une arme improvisée qui fait moins un dégât. Alors j'ai oublié une règle, durant la partie, c'est que normalement quand on n'a pas de point de compétence dans une compétence de combat, on enlève 2 au dégâts. Donc là j'ai oublié d'en tenir compte, donc tant pis, c'est les aléas de la maîtrise, hein. On fait des erreurs et puis on en tient compte pour d'autres fois. Donc là, elle fait une première attaque, elle le frappe avec le télescope, elle touche, elle lui fait 4 points de dégâts. C'est une arme improvisée, donc ça lui fait 3 points de dégâts, ce qui fait déjà, donc il passe de 4 à 1 en santé. Hein, donc il est déjà bien amoché à ce moment-là. Et donc là, il fait à son tour une attaque. Là, son but, lui, c'est pas de la tuer, hein, ça va être de la maîtriser. Et donc là, il fait à son tour un jet de bagarre qu'il réussit, il arrive à la maîtriser. Et je donne encore une chance à la joueuse de s'en sortir en réussissant un jet de bagarre qu'elle ne réussit pas, donc elle est vraiment coincée. Et là, il n'y a pas dans les règles, il y a pas de façon très claire de gérer l'empoisonnement, de gérer le, le chloroforme. Là, donc du coup, je fais ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire que j'improvise une règle, là, je lui demande de faire un jet de santé, et si elle échoue ce jet de santé, elle va se retrouver complètement inconsciente, incapable d'agir. Et si elle réussit, elle aura encore la ressource d'agir. Donc là, elle parvient à réussir ce jet. Donc là, on est vraiment à un croisement, hein, c'est-à-dire que ce jet, pardon, ce jet aurait largement déterminé la suite de l'histoire, parce que si elle était complètement inconsciente, il ne se passait pas la même chose après. Donc là, elle parvient à rester consciente et elle décide donc de fuir et elle réussit largement son test de fuite. Alors, sachant que là, une difficulté de base, c'est 4. Là, avec le chloroforme, on pouvait imaginer qu'elle avait une difficulté de 5. Elle fait 6, donc elle parvient à s'en sortir et à s'échapper du grenier. Par la suite, le tir de. Donc, quand il se retrouve en bas, Pencroft se décide à tirer sur Kittrell. Il réussit largement son. Donc, déjà, il se bagarre entre eux, hein, ils font un jet d'opposition de bagarre. Donc là, c'est pareil, hein, il réussit son jet de bagarre. Pardon. Il réussit son jet de bagarre et donc il parvient à garder son arme et à se dégager de Kittrell. Là aussi, hein, si jamais le jet de bagarre avait été échoué, Kittrell aurait pu s'emparer de l'arme. Et donc il tire, il réussit largement son jet puisqu'il fait 8. Et les dégâts donc donnent 3, sachant que c'est une arme à faible ou portant, ça augmente de 2. Donc là, d'après mes calculs, Kittrell tombe à moins 4, c'est-à-dire que selon les règles, il est blessé.
Donc c'est ce que je décris, hein, il est à terre, il a son genou blessé. Et par la suite, donc, quand il se trouve dans la cave, le combat continue. Pencroft hésite à lui tirer dessus. Et là, j'ai choisi, donc Kittrell utilise un sort de flétrissement, tel qu'il est décrit dans les règles, quelque chose qui permet d'atteindre les points de santé de l'adversaire. Il jette 2 fois un sort de flétrissement. Alors, Kittrell, j'ai estimé qu'il avait donc ce sort, et c'est pas dans son profil tel qu'il est décrit, mais j'ai complété le profil pour en faire le sorcier que je voulais. Donc il avait à la fois ce sort de flétrissement et puis qui lui permet de faire perdre des points de santé. Et il avait également un rituel qui permettait donc de tuer, de faire aussi un flétrissement, de faire perdre des points de santé, mais à son tour de les récupérer, de les transférer. Hein, c'est ce qu'il faisait donc aux jeunes filles qui disparaissaient. Donc là, il n'a pas le temps de faire ce rituel plus complet, il est obligé de se rabattre sur un sort plus rapide. Et donc ensuite, il y a Dorothy qui ouvre le feu. Elle réussit aussi son tir. Hein, et pareil, elle fait 2 en dégâts, donc 2 plus 2, ça fait 4. Hein, sachant que j'aurais dû normalement réduire encore les dégâts de 2, mais j'ai oublié. Donc là, Kittrell est à moins 8, et là, donc, il est neutralisé, et il va commencer à se vider de son sang, il est plus conscient. Et donc là, les 2 protagonistes décident de fuir, et de le laisser sur place. Donc, on a ici le déroulé d'un combat dans ce. Donc, l'idée, ça va être il n'y a pas énormément de jets finalement dans tout ce combat. Et les différentes étapes, je pense, étaient des points un peu cruciaux. C'est-à-dire que il y a eu vraiment des moments où le combat aurait pu basculer de façon très nette. À un moment donné, je demande aussi à Pencroft de jeter un dé sans lui préciser pourquoi je lui demande ça. En fait, c'est qu'il avait assommé le serviteur, je voulais savoir combien de dégâts il avait fait pour savoir si le serviteur allait revenir, allait se manifester. Donc il avait fait 5 à ces jets de dégâts, donc j'estimais que le serviteur était complètement neutralisé, qu'il n'allait pas revenir en jeu. Si le jet avait été moindre, le serviteur aurait pu s'embusquer par exemple dans le manoir ou partir, s'enfuir, prévenir la police directement. Alors il y a des moments aussi au niveau du système, là il y a des moments où je dis non, où le système dit non en fait. Notamment quand ils essayent de persuader Kittrell de parler. J'estime qu'ils utilisent de l'intimidation et aucun des 2 personnages n'a intimidation. Alors on pourrait se dire que c'est pas forcément crédible parce qu'il a quand même un pistolet pointé sur lui, donc il pourrait prendre la menace au sérieux. Sauf que je décide de donner plus de poids à ce moment-là au système. Je veux les obliger finalement à utiliser une autre méthode. J'estime que à partir du moment où on n'a pas les points d'intimidation, même quand on est dans une situation de menace comme ça, on n'est pas forcément crédible. C'est-à-dire que Kittrell s'imagine qu'ils ne vont pas mettre leurs menaces à exécution. Donc il finit quand même par collaborer. Alors j'ai estimé que ce qui l'a amené à collaborer, c'était le niveau de vie de Pencroft. Il a un niveau de vie pardon. Il a un niveau de vie équivalent à Kittrell, et donc ça crée pour moi un lien entre deux, et donc il décide donc de l'aider, enfin en tout cas de partager son secret avec lui, voyant que il est quand même blessé, il n'a pas beaucoup de portes de sortie. Mais je voulais obliger un peu les joueurs à jouer leur personnage, c'est-à-dire à solliciter des compétences relationnelles ou autres qu'ils ont, et je voulais qu'ils soient inventifs et qu'ils s'appuient sur des choses qu'ils savent réellement faire. Il y a ce moment aussi où donc Aurora va à la bibliothèque. Alors là, j'ai fait une petite erreur de règle aussi, c'est-à-dire qu'elle est déjà à -2 en équilibre mental quand elle arrive à la bibliothèque, et donc ça veut dire qu'elle est normalement, d'après les règles, elle n'est pas capable de faire de dépenses de points. Alors non, d'ailleurs, elle ne fait pas la dépense de points. C'est vrai, quand elle prend son temps
pour rejeter la serrure de la bibliothèque. Donc en fait, elle ne fait pas de dépense de points et elle parvient à rentrer. Une fois qu'elle a reperdu de nouveau des points, donc elle est toujours choquée, elle est toujours à -5, donc c'est toujours le seuil où on est choqué, donc c'est toujours la même règle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépenser de points. Là, j'estime que pour ouvrir la porte du bureau d'Armitage, elle a besoin d'être plus rapide puisque le gardien arrive et que si elle veut le faire avant que le gardien arrive, il faut qu'elle puisse faire une dépense de points. Or, là, elle ne peut plus le faire puisque elle est choquée. Alors, à ce moment-là, moi, en tant que meneur, j'ai envie de savoir ce qu'elle va faire. Hein, et je pense que Eugénie a très envie aussi de nous expliquer ce qu'elle va faire de l'autre côté de cette porte. Sauf que là, c'est le système qui décide que non. Donc, c'est pas. Je, ça peut être frustrant pour la joueuse, ça l'est aussi un peu pour moi, puisque du coup, ça retarde. Par contre, cette frustration, je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est aussi la frustration du personnage qui se retrouve au pied de la porte là et qui se sent, qui reconnaît, qui sent son impuissance. Et donc je pense que ça rentre tout à fait en écho avec les thèmes qui sont abordés là dans la partie. Donc en ce sens, je trouve que le système nous oblige à rester dans le canon euh, de cette partie. Euh, Même si ça peut être, je reconnais que ça peut être frustrant côté joueuse. C'est pareil hein, quand je refuse l'auto-hypnose, hein, puisque ça c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans les règles, c'est quelque chose déjà que l'hypnose est une compétence qui est assez encadrée et qui normalement n'est pas accessible. La proposition d'auto-hypnose n'est pas du tout même dans les règles classiques, donc je décide de m'en tenir à ce qui est écrit là, justement pour donner une contrainte aussi à l'histoire et à ce qui se passe. Donc voilà un peu pour le déroulé du système, c'est un peu rapide. Euh, voilà, donc je vais passer donc maintenant à l'autre partie, c'est-à-dire bah voilà, où ils en sont actuellement du schéma de la structure. Alors je réaffiche la structure. La structure, c'est celle-ci. Hein, on avait vu qu'on était dans l'éveil des soupçons, l'inquiétant semble inoffensif. Hein, ils avaient rencontré Kittrell qui semblait inoffensif. Et puis là, je vous lis la suite. Hein, donc quelque chose de zéro se produit. Les PJ subissent un choc, souvent la suite de la découverte d'une victime horriblement mutilée ou l'attaque de forces maléfiques ou étranges. Donc là, pour moi, ça a été aussi. Il y a eu deux intrigues parallèles. Il y a eu l'intrigue de Kittrell, hein, donc où là, il découvre que Kittrell use de sortilèges contre eux. Et puis il y a l'ouverture de la boîte rouge dans la session précédente, hein, qui est une intrigue donc liée à Armitage et qui montre que bien Armitage semble cacher des choses aussi de son côté. Un palier est atteint, bien que secoués par le choc, les PJ obtiennent des informations les rapprochant du cœur du mystère. Donc en ce sens-là, où le personnage d'Aurora a pu découvrir ce qu'elle pense y avoir dans la boîte rouge, hein, elle pense y avoir vu les larmes d'Azathoth. Et puis là, les PJ donc, voient que Kittrell leur a révélé ce qui était arrivé à Sarah Fowler, donc ils ont pu résoudre certaines choses. Un rebondissement se produit. Cette information-là mène à un renversement des certitudes des enquêteurs et à une perte de leur stabilité mentale. Donc ça, pour l'instant, c'est encore en cours. Hein, il y a des choses qui vont être encore révélées, mais voilà, ils sont quand même affectés par tout ce qu'ils ont découvert, en particulier le personnage d'Aurora. Et on arrive à l'étape suivante qui va être nécessaire, parce que là, c'est une étape qui est facultative, mais là, vu qu'on a Pencroft en prison et Aurora au sanatorium, qui est assez choqué. Donc cette étape de soulagement, donc je vous lis ce qui est écrit, dans cette séquence optionnelle qui peut se produire à n'importe quelle étape avancée du scénario, les enquêteurs reçoivent une aide inattendue les remettant sur le chemin de la victoire. Donc là, ils vont avoir besoin d'avoir des alliés, d'avoir de l'aide. De façon très concrète, déjà, à la fin de la partie, je les autorisais à recharger toutes leurs compétences d'investigation, parce qu'ils sont arrivés au bout d'une intrigue.
Ils ont pu recharger toutes leurs compétences d'investigation et une bonne partie de leurs compétences générales également. Et puis, ils vont pouvoir bénéficier de l'aide d'alliés qui vont se révéler dans la prochaine session, afin de soulager un petit peu parce que là, je pense qu'ils se sentent très... ils risquent de se sentir impuissants, et le but, c'est de leur redonner une marge de manœuvre pour qu'ils puissent continuer à enquêter et à avancer dans l'histoire sans que ce soit frustrant. Il faut essayer de trouver le juste équilibre entre tout ça. Donc, et après, donc, on verra. Donc, il y a encore des choses. J'ai prévu des conséquences suite à la mort de Kittrell, suite à aussi à. Il y a des choses qu'ils peuvent découvrir par rapport à ce qui va se passer autour d'Armitage. Donc voilà, il y a des éléments qui vont permettre d'accéder à l'étape suivante, la vérité enfin dévoilée, et faire face à l'horreur par la suite. Donc voilà un petit peu pour faire le tour de la structure de ce scénario et de ce qui va se produire par la suite. Voilà, bah j'en ai terminé de ce débriefing. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire d'une façon ou d'une autre, ou dans des commentaires, ou en me contactant directement, si vous voulez que j'aborde des points particuliers, soit plus sur la préparation des documents ou sur les aspects techniques. N'hésitez pas, je pourrai y répondre lors des prochains débriefings. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt pour la 5e séance de l'affaire Armitage.